Géopolis Télévision dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Bienvenue dans cette grande édition du journal télévisé sur Géopolis Télévision. D'abord, le titre. Rencontre à Luanda entre le président Joao Lourenço et son homologue kenyan William Ruto. Les deux hommes ont parlé autour des questions régionales, notamment la problématique de la paix en République démocratique du Congo. Plus de détails dans ce journal. Et puis, situation sécuritaire dans le Massissi Centre au nord Kivu. La situation reste marquée par la récupération d'une partie de cette cité. Face à cette bonne nouvelle, la société civile du Nord Kivu a demandé au gouvernement congolais d'améliorer les conditions de vie des militaires pour donner leur meilleure version. Et à l'international, je disais, d'ici fin 2025, le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest au Burkina a pour objectif de mobiliser plus de 15 milliards de francs CFA, soit 23,6 millions pour réaliser ces activités dans le pays. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition. Rencontre à Luanda entre le président Joao Lourenço et son homologue kenyan William Ruto. Hormis les questions bilatérales, les discussions entre ces deux chefs d'État ont également tourné autour des questions régionales, notamment la problématique de la paix en République démocratique du Congo. Alors que le processus de paix s'enlise, Ruto et Lourenço appellent de leur vœu une réunion entre la SADC et la communauté d'Afrique de l'Est afin de mieux booster la recherche de la paix au Congo. Patrick Ilunga. Lorsque les présidents Lourenço et Ruto ont soulevé la question de la paix dans la région, le chef de l'État kenyan a déclaré que la paix et la sécurité sur notre continent sont d'une importance capitale pour nous tous et nous tenons à ce que le processus englobe tout le monde et garantisse son succès. Fin de citation. Le leader kenyan est de ceux qui plaident pour que Kinshasa ouvre un dialogue direct avec le rebelle du M23. Pas sûr qu'il soit entendu, surtout que lui-même est quasiment en froid avec les autorités de la RDC. Tout de même, pour faire avancer le processus de recherche de paix, les présidents William Ruto et Joao Lourenço ont reconnu la nécessité d'une réunion conjointe entre la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et la communauté de l'Afrique de l'Est. La communauté d'Afrique australe compte des troupes en RDC. Ces contingents ont remplacé les soldats de la communauté d'Afrique de l'Est il y a un peu plus d'une année. Le Rwanda est isolé diplomatiquement, c'est les porte-parole du gouvernement congolais qui l'affirment. Patrick Muyaya a fait cette déclaration à l'issue du Conseil de défense qui s'est tenu autour du président de la République. La réunion stratégique a réuni plusieurs officiers supérieurs et quelques membres du gouvernement, dont la ministre des Affaires étrangères. Il s'est agi d'analyser la situation sécuritaire à l'est du pays sur plusieurs aspects. Patience Lokeke. Au-delà de la question qui touche au théâtre des opérations proprement dit, les aspects diplomatiques ont également été soulevés, notamment le fait que le Rwanda est de plus en plus diplomatiquement isolé, à en croire le porte-parole du gouvernement, le ministre Patrick Muyaya. Au-delà de la question opérationnelle qui a été abordée dans toute sa dimension, nous avons aussi abordé les aspects diplomatiques de ces questions où vous avez noté avec nous l'isolation de plus en plus constatée du Rwanda qui montre que ce n'est pas le pays qui veut la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et de ce point de vue, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a reçu des orientations précises sur ce qui doit être fait à ces niveaux. Dans le même esprit, les aspects judiciaires doivent se poursuivre parce que nous notons, au vu de l'évolution de la situation, des comportements, des attitudes, hauts de mots qui sont suspects, qui ne sont pas de nature à renforcer l'unité nationale
ou l'union derrière nos forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre fin à cette situation d'agression, les ministres de la Justice, mais aussi l'auditeur général de forces armées de la République démocratique du Congo, qui participaient à la réunion, vont tous prendre des dispositions. Les autorités congolaises se félicitent de ce que les taux semblent se resserrer sur Kigali. Pour Kinshasa, le récente remontrance des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne contre le choix des autorités rwandaises d'agresser la RDC est une preuve que les temps ont bien changé dans la région des Grands Lacs. Dans cette même veine, le dernier rapport des experts des Nations Unies tons Kigali pour son soutien au M23. Selon ces documents, l'armée rwandaise continue d'appuyer le rebelle dans le Nord Kivu en utilisant une technologie militaire de pointe. Cela avait été constaté dans plusieurs batailles, notamment à Walikale au nord-ouest Kivu. La situation sécuritaire reste marquée par la récupération ce mercredi 8 janvier d'une partie de la cité de Masisi Centre au nord Kivu par les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les combattants locaux Wazalendo, les FARDC, ont mené une contre-offensive toute la journée du mercredi au chef-lieu du territoire de Masisi et dans l'agglomération de Ngungu au groupement Oufandou Premier. Face à cette bonne nouvelle, la société civile du Nord Kivu demande au gouvernement congolais d'améliorer les vies des militaires pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Suivez Jack Sinzaira, joint au téléphone par Francine Moukeba. La situation sécuritaire aujourd'hui au Nord Kivu, c'est par rapport à l'avancée et à la reprise de Masisi et de Ngungu par nos vaillants militaires FARDC et Wazalendo. Et aujourd'hui, nous pensons que les FARDC se comportent mieux et toute la population qui soutient son armée a la confiance de cette armée et pense à ce qu'il faut juste qu'il y ait amélioration des conditions de vie des militaires pour que ces militaires donnent encore plus à la République. Nos militaires se battent jour et nuit en front malgré des difficultés liées à leur logistique, à leur prise en charge, mais par patriotisme, ils continuent toujours à se battre et à manifester la volonté de sortir le pays de cette honte internationale qui nous ont causé par certains militaires qui n'ont pas l'essence patriotique. Des recommandations à faire au gouvernement congolais, c'est seulement de voir comment améliorer les conditions de vie de nos militaires qui se battent aujourd'hui avec un salaire maigre, avec une logistique insuffisante. Nous croyons que c'est le moment que nos dirigeants aujourd'hui réduisent le train de vie des institutions et puissent accroître le budget de notre armée pour que ces militaires aujourd'hui qui se battent avec patriotisme, avec amour, puissent continuer à défendre la patrie avec courage et bravoure. Nous appelons les pays amis, les pays panafricanistes qui voient tout ce que les États-Unis et les anglo-saxons sont en train de faire en RDC, appuyer le Rwanda et l'Ouganda à déstabiliser le pays, de se liguer derrière les FARDC pour mettre fin à cette aventure internationale dans notre pays. Et les Congolais doivent prendre conscience pour que cette aventure rwando-ougandaise puisse cesser dans notre pays et que les Congolais recouvrent sa dignité et se battre contre ces antivaleurs aujourd'hui qui mettent à mal l'unité nationale. Autre chose, à présent, c'est jeudi, la première ministre Judith Suminwa a accordé une audience à Thierry Hott, président de Rebranding Africa Forum. Lors de cette rencontre, Thierry Hott a exprimé l'intérêt croissant des institutions du développement ainsi que de nombreuses entreprises à investir en République démocratique du Congo. Il a notamment évoqué les secteurs prioritaires tels que l'agriculture, les infrastructures et la transformation de produits locaux. Damani Mujinga. Au cours de cette audience, Thierry Hott a fait part de la volonté des institutions de développement de plusieurs pays et entreprises d'investir en RDC dans des secteurs divers tels que l'agriculture, les infrastructures et la transformation des produits locaux. Par ailleurs, Thierry Hott est revenu sur la participation remarquable de la Première ministre à la 10e édition du Rebranding Africa Forum qui s'est tenue en octobre 2024 à Bruxelles.
De nombreuses institutions financières de développement du continent sont intéressées à accompagner la République démocratique du Congo. Je suis venu en parler avec la Première ministre. De nombreuses entreprises sont intéressées à venir investir en République démocratique du Congo. Je suis venu également en discuter avec la Première ministre. Elle appréciera. Et je rendrai compte aussi à toutes ces institutions, à toutes ces entreprises qui ont contacté notre organisation pour voir comment mettre en œuvre toutes ces déclarations de bonnes intentions. Le Rebranding Africa Forum vise à promouvoir le développement économique et social en Afrique subsaharienne par les biais des prêts, des subventions et d'assistance technique. Au départ, il s'agit d'écrire un nouveau narratif, plus lucide, plus juste sur l'Afrique. Le rebranding, comme son nom l'indique, c'est le repositionnement de l'image de l'Afrique. Et chemin faisant, nous avons estimé qu'il fallait réunir, connecter les Africains de la diaspora, les Africains du continent avec des partenaires internationaux, avec des bailleurs de fonds, avec des institutions multilatérales pour créer des opportunités d'investissement sur le continent pour bâtir une Afrique, j'allais dire, robuste et prospère. La 11e édition du RAF aura lieu du 9 au 12 octobre 2025 à Bruxelles. Invitée à cette rencontre, la RDC pourrait mettre en avant les atouts de son soft power. La République démocratique du Congo fait face à une baisse drastique de recettes fiscales provenant de la commercialisation de plaques d'immatriculation automobile pour l'année budgétaire 2025, avec de prévisions de revenus passant de 6,7 milliards de francs congolais en 2024 à 5,4 milliards en 2025. Le gouvernement met en place des initiatives telles que la création d'un guichet unique automobile pour moderniser les systèmes d'immatriculation et maximiser les recettes fiscales. Gigi Nende. Se prépare à une année budgétaire 2025 marquée par une prévision inquiétante. Une diminution de 20% des recettes provenant des ventes des plaques d'immatriculation automobile. Selon la loi des finances, les revenus devraient passer de 6,7 milliards de francs congolais en 2024 à seulement 5,4 milliards de francs congolais en 2025. Cette chute est d'autant plus préoccupante jusqu'à la fin de juin 2024. Les services d'assiette n'avaient mobilisé que 1,8 milliard de francs congolais, bien en deçà des attentes fixées à 3,3 milliards de francs congolais. Le ministre des Finances, Doudou Fouamba, a identifié plusieurs facteurs expliquant cette tendance baissière. Parmi eux, la réduction des importations des véhicules et une concurrence accrue sur le marché automobile pourraient entraîner une baisse de nouvelles immatriculations, impactant directement les recettes fiscales associées. Face à ce constat alarmant, des initiatives novatrices sont mises en place pour moderniser le système d'immatriculation. Le consortium Uniplaque propose la création d'un guichet unique automobile destiné à rationaliser les procédures et à améliorer la transparence dans le processus d'immatriculation. Ce dispositif vise à centraliser toutes les opérations liées à l'immatriculation, simplifiant ainsi les démarches administratives pour les propriétaires des véhicules. Les promoteurs du guichet unique automobile estiment que cette initiative pourrait non seulement augmenter les recettes fiscales en facilitant l'accès aux services, mais également contribuer à réduire la corruption et à améliorer l'efficacité du service public. En rendant les processus plus transparents et accessibles, le gouvernement espère relancer l'immatriculation des véhicules. Cependant, la mise en œuvre de ces réformes n'est pas sans défi. Elle est forte ainsi qu'un investissement conséquent dans les infrastructures numériques. Les obstacles logistiques et techniques doivent être surmontés pour garantir le succès du projet. Les acteurs du secteur automobile et les citoyens attendent avec impatience des améliorations concrètes dans le système d'immatriculation. La réussite de ces initiatives pourrait non seulement inverser la tendance à la baisse des recettes, mais également renforcer la confiance du public envers les institutions gouvernementales. Dans un contexte où la transparence et l'efficacité sont plus que jamais nécessaires, la RDC se trouve à un tournant crucial pour redynamiser son économie et améliorer ses services publics.
Et face à une hausse constante de prix de biens de première nécessité, les commerçants se trouvent dans une situation délicate qui complique la gestion de leurs affaires. Ils expriment leurs préoccupations quant à l'impact de cette inflation sur leur activité et sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Cette augmentation de prix soulève des questions essentielles sur la durabilité du commerce et le bien-être des ménages déjà éprouvés par des contraintes économiques croissantes. Rosie Chioyo vous fait ces reportages. Un flou règne sur le marché quinois concernant le prix de produits, notamment ceux de première nécessité. Si certains évoquent une baisse, autres comme la plupart de vendeurs que nous avons rencontrés sur l'avenue Commerce au grand marché de Kinshasa, communément appelé Zando, affirment que le prix prenne de l'ascenseur. La stabilisation de taux de change demeure, selon certaines personnes, l'une des solutions majeures pour obtenir une véritable baisse de prix. Alors que la flambée de prix de biens de première nécessité perdure, l'urgence est palpable tant pour le consommateur que pour les commerçants. Ces derniers se tournent vers le gouvernement dans l'espoir de retrouver une solution. On va parler santé. À présent, le zone de santé des Mambasa et Komanda viennent d'être dotés de 2 véhicules Land Cruiser nouveau modèle. La cérémonie de remise de ces engins a été présidée ce mercredi 8 janvier 2025 par le gouverneur militaire de l'Ituri à son bureau. Ces véhicules vont faciliter la mobilité des médecins et les ravitaillements. Rachel Misenga. Ces véhicules Land Cruiser, nouveau modèle VX, ont été remis aux zones de santé de Mambasa et Komanda par l'Union européenne, affirme le docteur Jean-Luc Nguna Lossa, représentant de la DPS. Ces véhicules viennent dans le cadre de renforcement de la supervision dans les 2 zones de santé et aussi dans le cadre de ravitaillement de leurs zones de santé respectives. Ce n'est pas pour la première fois que ces 2 zones seront bénéficiaires de véhicules. Les 2 zones ont été déjà bénéficiaires auparavant, chacun d'un véhicule Land Cruiser, mais ces 2 véhicules sont aujourd'hui amortis. Les médecins, chefs de zone de santé des Mambasa et Komanda se sont simplement réjouis. Pour nous, c'est une grande joie. À début de cette année 2025, nous venons de recevoir effectivement une Jeep neuve pour la supervision. Le gouverneur de la province de l'Ituri vient de nous remettre les clés. C'est pour nous faciliter le travail dans les cadres, surtout de la supervision, et de nous rapprocher plus des centres de santé. Notre zone de santé avait reçu un véhicule plus de 7 ans. Et les véhicules venaient d'être déclassés dans la dernière réunion du conseil d'administration de la zone de santé. Donc on avait plus de quoi se déplacer pour aller accompagner les centres de santé. Lors de la réception de ces véhicules, les commandants des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Johnny Kachama, a plaidé pour la bonne gestion de ces engins. Très cher médecin, ces véhicules, oui, ce sont des véhicules que vous allez utiliser, mais ce sont des véhicules qui appartiennent à la population. Donc chaque fois que vous allez être dans ces véhicules-là, pensez à cette population. Parce que cela va vous ramener à l'utilisation. Si vous cassez un seul de ces véhicules, c'est toute une population que vous allez vraiment mettre en insécurité. Rappelons que l'Union européenne soutient 12 zones de santé en province de l'Ituri et 2 autres dans le Haut-Ouélé. L'objectif est d'améliorer les conditions sanitaires de population, particulièrement ici en Ituri. De la santé, on va parler sport à présent avec seulement
2% de chance de qualification. L'équipe du TP Mazembe va jouer son va-tout le 10 janvier prochain, c'est vendredi donc, contre le Mouloudia Club d'Alger en match de la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Bien que le club de Lubumbashi n'a pas son destin en main, mais doit impérativement gagner pour espérer un faux pas de Young Africa, mais aussi celui de son adversaire du jour. Suivez. Le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo est à Alger depuis mardi dernier en provenance de Dar es Salaam, en passant par Dubaï pour affronter ce vendredi Mouloudia Club d'Algérie dans un match décisif de la Ligue des Champions de la CAF. Après la cruelle défaite contre Young Africa de la Tanzanie, le Corbeau n'ont plus que ces matchs contre Mouloudia pour se relancer. La moindre défaite, ou soit un match nul, sera synonyme de l'élimination du représentant congolais dans une énième édition de la Ligue des Champions de la CAF. Au classement, Mazembe ne compte que 2 points en 4 matchs. S'il gagne les 2 dernières rencontres, le tout-puissant Mazembe totalisera alors 8 points avec beaucoup de chances de se hisser en quart de finale. Dans ce groupe A, c'est Al Hilal du Soudan qui est premier avec 10 points, suivi de Mouloudia Club d'Alger 5 points et Young African 3e 4 points. Mazembe est bon dernier avec ses 2 points. C'est avec ces tableaux sombres que Mazembe va affronter Mouloudia devant son public avec pour objectif arracher une victoire. Signalons qu'une délégation de 36 personnes dont 23 joueurs a été chargée d'aller accomplir cette mission. Toujours en sport, alors que la Fédération congolaise de football association a demandé à la Linafoot de surseoir le calendrier de la phase retour du championnat national de football, plusieurs questions se posent quant à la continuité de ces derniers. Si certaines sources pensent que le championnat ira directement en phase de play-off, d'autres en revanche craignent l'arrêt définitif du championnat. De plus amples détails dans cet élément. La Fédération congolaise de football association a instruit à la Ligue nationale de football de surseoir la Ligue 1 jusqu'à nouvel ordre. Alors que la manche allée de la phase classique de la Ligue 1 touche à sa fin, la Linafoot avait dévoilé le calendrier de la phase retour. Dans la journée du mardi 7 janvier 2025, la FECOFA a ordonné la suspension du calendrier de la Ligue 1 jusqu'à nouvel ordre. Plusieurs sociétaires estiment, puisque le TP Mazembe et l'AS Maniema Union n'ont pas encore disputé leur match en retard, 3 rencontres respectivement, la Linafoot ne peut pas rendre public le calendrier de la phase retour. Selon certaines indiscrétions, la phase retour de la Ligue 1 n'aura finalement pas lieu. Donc, après le championnat d'Afrique des Nations qui se jouera du 1er au 28 février 2025, la compétition d'élite de football congolais reprendra à la phase de play-off. Si les choses restent ainsi, le Daring Club Motema Pembe, l'OC Renaissance, les CS Don Bosco, l'OC Bukavu Dawa, l'FC Lubumbashi Sport, les FC Céleste notamment, ne seront pas qualifiés à la 2e étape de la Ligue 1. Pour l'instant, ces 12 équipes sont dans une bonne posture pour disputer les playoffs si la FECOFA décide à ce que la phase retour de la Ligue 1 soit annulée. Il s'agit du FC Saint-Ola Lupopo, le FC Tanganyika, le TP Mazembe, le Sa Majesté Sangabalende, la Jeunesse Sportive Groupe Bazano, l'AS Simba, l'AS Vita Club, l'AS Maniema Union, l'AS Rangers, FC Les Aigles du Congo, l'AS Dauphin Noir et l'équipe de Ange Vert. Madame, Monsieur, vous suivez la grande édition du journal télévisé sur votre chaîne. Cette fois-ci, nous allons quitter la République démocratique du Congo et prendre notre avion pour la page internationale. Les informations en international nous amènent au Burkina Faso où d'ici 2025, le programme de résiliation du système alimentaire en Afrique de l'Ouest qui a pour objectif de mobiliser plus de 15 milliards de francs CFA, soit 23,6 millions de dollars pour réaliser des activités dans les pays. D'après le président du comité de pilotage, cette initiative devrait encourager durablement l'expansion de l'irrigation agricole au Burkina Faso. Suivez. Les comités de pilotage du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest au Burkina Faso prévoient de mobiliser plus de 15 milliards de francs CFA pour mener à bien ces activités dans le pays d'ici 2025.
Le ministère de l'Agriculture a fait cette annonce dans un communiqué publié le dimanche 5 janvier 2025. Selon le président du comité de pilotage, cette initiative devrait favoriser la croissance de l'irrigation agricole de ces pays d'Afrique de l'Ouest. D'après le chiffre officiel, les pays possèdent environ 500 000 hectares de bas-fonds et plus de 233 500 hectares de terres irrigables pouvant être utilisées pour la culture du riz. Selon la FAO, seuls 10% de bas-fonds et moins de 5% des surfaces irrigables sont exploitées au total. Il est important de rappeler que la CEDEAO a initié le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest en 2022 avec l'aide financière des divers partenaires, dont la Banque mondiale joue un rôle essentiel. Selon la Banque mondiale, une vingtaine de pays africains présentent un risque élevé de surendettement ou ont déjà atteint ces niveaux. Des experts proposent plusieurs solutions comme l'amélioration de la mobilisation de ressources domestiques, la réforme de l'architecture financière mondiale ou encore la création d'une institution de notation africaine. Rachel Misenga. La Banque africaine de développement estime que la dette extérieure totale de l'Afrique, qui s'établissait à 1120 milliards de dollars américains en 2022, a atteint 1152 milliards de dollars à la fin 2023. Avec les taux d'intérêt mondiaux à leur plus haut niveau depuis 40 ans et l'arrivée à maturité de nombreux titres de dette obligatoires émis par le pays africain, 2024 n'a pas été une année facile pour l'Afrique. Rien que pour 2024, l'Afrique a payé 163 milliards de dollars au titre de service de la dette, ce qui constitue une forte augmentation par rapport aux 61 milliards de dollars en 2010. Les négociations sont toujours en cours pour trouver des solutions afin d'alléger ces fardeaux pour le pays africain. Certains vont même jusqu'à dire que le continent a besoin de sa propre agence de notation dans le cadre des réformes proposées. PNUD estime que les inexactitudes de notation des crédits coûtent au pays africain 75 milliards de dollars en intérêts excessifs et en renoncement de prêts. Dans le cadre de notre approche visant à aider les pays africains à améliorer leur notation de crédit, nous avons lancé une plateforme de ressources sur les notations de crédit en Afrique, accessible au public, afin de servir de guichet unique pour les donner des informations méthodologiques et à la recherche sur les notations de crédit, comme l'affirme le directeur du bureau régional du PNUD pour l'Afrique. En 2022, la dette publique en Afrique a atteint 1800 milliards de dollars, en hausse de 183% depuis 2010, selon l'ONU. Pour éviter que la situation ne puisse s'empirer, la Banque africaine de développement préconise un partenariat rénové pour permettre aux pays africains de bénéficier de financements adaptés à leurs besoins. Place à présent à la revue de presse. Bienvenue dans cette revue de presse. Commençons cette lecture de journaux parus dans la ville de Kinshasa ce jeudi 9 janvier 2024 avec Info 27 qui titre à sa une « Massissi Centre sous contrôle des FARDC, un message de fermeté pour la défense de la souveraineté nationale ». Après des combats intenses, les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par le combattant loyal Wazalendo, ont repris Massissi Centre, infligeant un revers sanglant aux terroristes du M23 et leurs alliés du RDF. Ces victoires militaires, qui incluent également la récupération d'autres localités stratégiques comme Ngungu et la colline de 3 antennes, illustrent la montée en puissance de l'armée nationale face à des ennemis déterminés à fragiliser la RDC. Par cette offensive couronnée de succès, Kinshasa adresse un signal fort, tout en maintenant son engagement dans 2 processus diplomatiques tels que celui de Luanda. Les pays restent prêts à répondre par les armes lorsque son intégrité territoriale est menacée, écrit les journaux. Dans le même ordre d'idées, le phare titre Massissi Centre et Ngungu entre les mains des FARDC. La montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo n'est pas une leurre, mais bien une réalité vivante. Les sceptiques commencent finalement à croire à
en puissance du feu de l'armée loyaliste RD congolaise. En effet, en seulement 3 jours, les vaillants soldats des FARDC ont réussi à récupérer Masisi Centre, chef-lieu du territoire du même nom, dont l'armée rwandaise avec ses supplétifs terroristes du M23 s'était amusée d'occuper le week-end dans leur campagne d'envahissement du territoire congolais dans les buts de piller les minerais stratégiques qui s'y trouvent. Dans un autre registre, Forum des As titre Guerre dans l'Est, le CESAC met en garde TV5 Monde et France Média Monde sur leur couverture médiatique. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, organe de régulation de médias, a adressé une lettre de mise en garde à l'attention des médias internationaux TV5 Monde et France Média Monde. Dans ces documents signés par les vice-présidents en mission Mboliko Mbolisson, les CESAC accusent ces médias de manque d'objectivité et d'éthique dans leur traitement des informations concernant le conflit en RDC, écrit le journal. Terminons cette revue de presse avec cette information de la prospérité qui titre les FARDC. Tout feu, tout flamme, le Félix Tshisekedi préside le premier conseil de sécurité et de défense. Le président Félix Tshisekedi a tenu hier, mercredi 8 janvier, le premier conseil de sécurité et de défense de l'année. Ces conseils marquent la première réunion stratégique sous la direction du lieutenant-général Banza Mwilambwe Jules, nouveau chef d'état-major général des FARDC. Cette réunion a accueilli également de nouveaux commandants récemment nommés au sein de l'armée. Elle intervient dans un contexte particulier où les forces armées de la République démocratique du Congo tentent de repousser les rebelles du M23 qui occupent quelques localités stratégiques dans la partie Est. Fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Place au rappel de titres. Rencontre en Luanda entre le président Joao Lourenço et son homologue kenyan William Ruto. Les deux chefs d'État ont discuté autour de questions régionales, notamment la problématique de la paix en République démocratique du Congo. Vous avez suivi cet élément dans ce journal. Et puis, situation sécuritaire dans le Nord Kivu, cela a été marqué par la récupération ce 8 janvier d'une partie de la cité des Masisi Centre. Et face à cette bonne nouvelle, la société civile du Nord Kivu a demandé au gouvernement congolais d'améliorer les conditions de vie des militaires. Et à l'international, selon la Banque mondiale, une vingtaine de pays africains présentent un risque élevé de surendettement ou ont déjà atteint ces niveaux. Les experts ont donc proposé plusieurs solutions comme l'amélioration de la mobilisation de ressources domestiques. Voilà, ce journal est complètement fini, madame, messieurs. Merci de nous avoir suivis. À 21h, vous suivrez l'émission Chemin critique sur Géopolis Télévision. Et à 23h, vous suivrez la rediffusion de ce journal. Et à 7h, le jour d'après. Portez-vous bien et bonne année.